Pour bien comprendre la mondialisation telle qu'on la connaît aujourd'hui, il est utile de prendre un recul historique et de s'interroger sur les formes qu'elle a prises dans le passé. Et en particulier s'agissant de l'époque moderne, c'est utile de regarder ce qui s'est passé à partir du début du 19e siècle, parce qu'une première étape de la mondialisation a commencé au milieu du 19e siècle. À chaque fois, finalement, ce processus de mondialisation, donc d'interdépendance économique plus étroite entre les différents pays du monde, s'est appuyé sur trois éléments. Un cadre géopolitique, des évolutions technologiques et un cadre institutionnel, d'ailleurs aussi bien sur les relations financières que sur le commerce. Au début du 19e siècle, ce qui a fait le lit de cette première mondialisation, en termes géopolitiques, ça a été cette Pax Britannica de l'après-congrès de Vienne, une certaine pacification, une grande pacification même des relations politiques, en particulier en Europe, qui était quand même le cœur de la révolution industrielle à cette époque. En termes technologiques, c'est une combinaison, en particulier avec l'invention puis le développement du chemin de fer, la très grande amélioration des routes aussi en Europe, le développement de la machine à vapeur et puis des transports maritimes de longue distance, et même dans la deuxième partie du 19e siècle, le développement du télégraphe qui a beaucoup facilité les flux, en tout cas, d'informations de part et d'autre, entre pays et même de part et d'autre de l'Atlantique. Et puis, en termes d'institutions commerciales, eh bien, c'est le moment où on a un peu dépassé les doctrines qui historiquement étaient celles qui étaient dominantes de mercantilisme, où il fallait surtout importer le moins possible. Et donc, ça, c'était les dernières matérialisations de ça. C'était d'une part les droits très élevés qui avaient été appliqués en France, même après les guerres napoléoniennes. Je ne parle même pas des guerres napoléoniennes pendant lesquelles, là, pour le coup, il y avait une utilisation du commerce qui était un peu une arme de guerre. Et donc, la protection, le blocus, était une façon surtout de prolonger la confrontation. Mais même après la guerre, au début de la période après-guerre, donc du début du 19e siècle, après 1815, il y avait des protections douanières très élevées, ce qu'on a appelé les Corn Laws au Royaume-Uni, qui étaient des droits de douane très élevés sur les importations de blé, qui ont été imposés. Et puis progressivement, donc dans ces années 1840, les choses ont évolué et les protections ont diminué. En 1846, le Royaume-Uni a finalement supprimé ces Corn Laws, donc ces protections très fortes sur les importations de céréales. Il y a eu plus de discussions de libéralisation et qui ont culminé avec la signature du traité franco-britannique de libre-échange en 1860, le traité dit Cobden-Chevalier. Donc tout ça, ça a constitué un ensemble institutionnel, un socle institutionnel plus favorable aux relations commerciales. Et dans le même temps, la généralisation de l'étalon or a rendu possible pour ces pays d'avoir une monnaie de transaction qui est une facilité, disons, de trouver une monnaie de transaction commune. Et le résultat, ça a été une intensification très forte des relations commerciales, en particulier en Europe. Et puis un peu également, et plus tard, avec les États-Unis, qui a été vraiment une première libéralisation, une première mondialisation, pardon, d'une intensité importante, c'est-à-dire qu'il faut réaliser qu'en termes d'ouverture commerciale pour les grandes économies européennes ou occidentales, il a fallu attendre en gros 1980 pour retrouver le niveau d'ouverture qu'on avait juste avant la Première Guerre mondiale. Cette première mondialisation, elle a reflué énormément dans l'entre-deux-guerres, en particulier avec la crise des années 30, l'escalade protectionniste qui l'a suivie. Mais elle a été suivie par une deuxième vague de mondialisation après la Seconde Guerre mondiale, qui était nourrie par la volonté disons, de ne pas voir se répéter l'escalade protectionniste des années 30. Si on essaie d'analyser cette nouvelle période d'après-guerre sur ces trois pieds que j'ai décrits précédemment, géopolitique, technologie et institutions, on voit que en termes géopolitiques, elle s'est fondée sur le monde dominé par les États-Unis et ses alliés. Il y avait évidemment également dans ce monde bipolaire de l'après-guerre l'Union soviétique et ses alliés, ses affidés, mais
la mondialisation, enfin cette intensification des relations économiques internationales, elle a été essentiellement le fait des États-Unis et ses alliés après-guerre. En termes technologiques, elle s'est fondée sur les progrès techniques rapides dans différents domaines, en particulier tout ce qui est navigation, transport aérien aussi d'après-guerre. Et puis, quelque chose de très important a été l'invention dans les années 50 et le développement à partir du milieu des années 60 des containers pour effectuer les transports internationaux. Et les containers ont changé beaucoup de choses parce qu'ils ont énormément réduit les coûts de transports internationaux, transport, assurance, coordination. Et donc ça a été un déclencheur extraordinaire de l'intensification des échanges, en particulier entre le milieu des années 60 et les années 80. En termes institutionnels, du point de vue financier, on a eu un système qui a été organisé par la conférence de Bretton Woods comme un système d'étalons dollars, essentiellement, dans la période entre 1945 et 1971 en particulier, qui a fourni une certaine stabilité, qui a donné un vecteur monétaire aussi pour avoir des échanges intenses. Et en termes institutionnels, on a eu ce qui a été le GATT, l'accord général sur les droits de douane et le commerce, qui a été un accord international de grande envergure dans le cadre duquel les pays partenaires, essentiellement les États-Unis et leurs alliés, ont pu se mettre d'accord pour baisser progressivement les droits de douane, si bien que on a eu vraiment une tendance qui ne s'est jamais démentie sur cette période à la baisse de la protection commerciale. Et le deuxième aspect très important à souligner, c'est évidemment la construction européenne. Construction européenne qui s'est traduite évidemment par le marché, l'union douanière en Europe, union douanière qui a été finalisée à la fin des années 60 et qui a évidemment beaucoup augmenté le commerce entre pays européens. Au fur et à mesure que ce marché s'unifiait. Ensuite, la mondialisation moderne a pris une configuration assez différente, somme toute, à partir du début des années 90 et je pense qu'il est justifié de parler d'une nouvelle phase de la mondialisation à partir de ce moment-là. En termes géopolitiques, évidemment, la fin des années 80, c'est la fin de la guerre froide, c'est-à-dire la chute du rideau de fer. Et la fin du communisme dans les pays de l'ex-Union soviétique, dans les pays d'Europe centrale également, et donc leur insertion dans l'économie marchande, l'économie capitaliste et dans les échanges avec les autres économies capitalistes. Dans le même temps, c'est aussi le moment où l'ouverture de la Chine s'est matérialisée. La réforme de l'économie chinoise, elle avait commencé à la fin des années 70, mais le moment où elle a finalement pris une échelle qui était plus visible au niveau international, le moment aussi où elle s'est traduite par des flux d'échanges qui commençaient à prendre une importance plus grande, ça a été le tournant des années 90. Donc, à partir du début des années 90, on a eu une phase dans laquelle donc de nouveaux pays, les anciens pays communistes, étaient intégrés à l'économie mondiale. Une phase dans laquelle également, politiquement, on avait une domination de l'hyperpuissance américaine, sans partage, au fond, qui assurait une certaine paix dans les relations internationales, propice au développement des relations économiques, qu'elles soient commerciales ou financières. C'est aussi, d'un point de vue technologique, un moment de rupture, le début des années 90, parce que c'est le moment où ce qu'on appelle maintenant les technologies de l'information et de la communication ont connu un décollage extraordinaire. Il faut comprendre et se rappeler, enfin, ou plutôt se figurer que dans les années 80, téléphoner à l'étranger, ça coûtait très cher. S'informer sur les conditions de logement aux États-Unis, et je ne parle même pas du fin fond de la Thaïlande ou de la Chine, c'était quelque chose d'extrêmement difficile et coûteux. Donc là-dessus, on a vraiment eu une révolution avec le développement de la téléphonie de longue distance, de l'Internet d'une façon générale, et de toutes ces technologies de l'information et de la communication.
non seulement ça a énormément décru le coût, ça a énormément diminué le coût des communications internationales, mais même ça a rendu possible des coordinations qui n'étaient pas possibles précédemment. Concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, si je suis responsable d'une entreprise, d'une grande entreprise française par exemple, je peux contrôler étroitement la façon dont la production, par exemple, de mon usine en Chine, en Indonésie ou au Brésil, la façon dont elle va être organisée. Je peux interagir presque en direct avec les personnes, surveiller l'état de l'inventaire, surveiller toutes sortes de choses, ce qui n'était pas possible précédemment. Donc là, vraiment, il y a un saut technologique qui a été opéré et ça a commencé dans les années 90. Au niveau institutionnel, maintenant, il y a également eu une évolution des cadres, en commençant par le cadre financier avec la libéralisation financière importante qui a eu lieu en particulier à la fin des années 80, qui a énormément libéralisé les mouvements internationaux de capitaux, bien au-delà de ce qui existait précédemment. Dans un système qui était un système de taux de change flottant, hein, c'est-à-dire que les taux de change ne sont pas fixés, ils peuvent varier dans un certain nombre de pays, même s'il y a évidemment des contrôles, enfin des politiques qui sont mises en œuvre pour essayer d'éviter des fluctuations anarchiques, mais dans un système quand même dans lequel il y a clairement une devise de référence au niveau international qui est le dollar. Donc quand on cherche à accumuler des réserves, quand on cherche à acheter du pétrole, par exemple, c'est en dollars que tout ça va être fait. Et le fait qu'il y ait cet outil privilégié pour les relations financières internationales, c'est très important. En termes commerciaux, ce qui a été marquant dans cette période, ça a été évidemment la création de l'OMC, qui a commencé à fonctionner à partir du 1er janvier 1995, qui est le prolongement des accords du GATT, mais qui a fourni un socle institutionnel plus robuste, plus étendu aussi, couvrant des sujets dans les accords internationaux qui ne l'étaient pas précédemment, et puis doté d'un organe de règlement des différends, c'est-à-dire de procédures par lesquelles les États peuvent tenter de résoudre leurs conflits sans forcément passer par la diplomatie ou par la force. En essayant de dire, voilà, on s'est engagé, on a passé des accords internationaux, on a pris des engagements les uns envers les autres, et sur la base de ces engagements, s'il y a un conflit d'interprétation, on va le résoudre, mais à partir de ce qui est écrit dans les textes, et non pas sur la base du rapport de force. Et ce cadre s'est avéré effectivement propice. Le résultat a été spectaculaire. C'est-à-dire que le taux d'ouverture de l'économie mondiale, hein, le taux d'ouverture de l'économie mondiale, on peut simplement le mesurer comme étant l'importance, la valeur des exportations en proportion du produit intérieur brut au niveau mondial. Dans la phase d'après-guerre, hein, et en particulier entre 65 et 80, il avait déjà beaucoup augmenté. Il était passé en termes d'ordre de grandeur, hein, environ de 10% à 18%, disons. Hein, ce sont des ordres de grandeur qu'il faut retenir plus que des chiffres précis. Donc il est presque doublé. Dans les années 80, il est resté relativement stable. Hein, il y a évidemment beaucoup de fluctuations liées à une série de facteurs, et notamment d'ailleurs le prix du pétrole qui est un facteur important là-dedans. À partir de 1990, enfin du début des années 90, un peu après 1990, il a augmenté ce taux d'ouverture de façon spectaculaire, si bien qu'entre 1993 et 2008, il a quasiment doublé pour passer à 30%. Ce qui était une évolution très substantielle, très structurante, dans une période de temps finalement relativement courte. Donc c'est très spectaculaire à l'échelle historique. Dans le même temps, les investissements directs à l'étranger ont aussi considérablement augmenté. On estime que la valeur de ces investissements, hein, donc finalement des entreprises ou des usines possédées par des étrangers ou construites par des étrangers dans un pays, ça représentait moins de 10% donc, du produit intérieur brut à la fin des années 80, et qu'en 2008, ça représentait plus de 30%.
hein, donc plus de x3 dans cette ouverture. Et puis dans le même temps, un développement spectaculaire également, encore plus rapide proportionnellement, des flux financiers internationaux, que ce soit différents types d'investissements, pas seulement des investissements concrets, directs, et même pas principalement, souvent beaucoup plus, des investissements de portefeuille, j'achète des actions, des obligations dans notre pays, des prêts bancaires internationaux et toutes sortes de transactions financières également.